Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Trou du Diable et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Hello, and welcome to Nick, un podcast de dictionnaire. Yes, we are back. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un, encore une fois, ça semble être la thématique de mon podcast de cette année, c'est Long Time No Sees, les retrouvailles. C'est un musicien, un chanteur, un band guy que j'ai eu la chance de côtoyer il y a des années de ça, au début de Kamakazi. Et dans le fond, son groupe, encore aujourd'hui, roule sa bosse et fait Does the Lord's Work, un des meilleurs bands, comme je dis, pop, rock qui se fait ici. Puis dans le fond, je suis content qu'il ait pris le temps pour me parler aujourd'hui. Mr. Mathieu Bouchard from Automat. How are you doing, my friend? Ah man, ça va vraiment bien. Je suis content de te parler. En fait, on aurait dû faire ça avant. Exactly. Mais le pire, c'est que c'est ça, en préambule, je disais à Mathieu, c'est que dans le fond, on s'est croisés en début de carrière à nos premiers albums, votre premier EP. Puis, tu sais, on a les deux fait nos affaires parce qu'évidemment, on se rejoint en termes de style, mais aussi à cause, je suis plus punk rock ou on a fait plus des trucs rock, whatever. Mais votre plus récent réalisateur, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé même avant Kamakazi. Puis c'est vraiment juste en fil en aiguille, j'ai fait comme oh my God, like I gotta talk. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé, puis je veux savoir comment ça va. Puis, fait que c'est ça. C'est vraiment aujourd'hui, j'aimerais ça se retrouver, mais aussi prendre le temps de parler un peu de votre parcours parce que pour les gens qui écoutent Automat, si vous ne connaissez pas le nom, c'est sûr que vous avez entendu la tune parce que man, vous roulez encore vraiment gros. Encore, ça fait quoi, 10 ans, 15, anyways, you tell me, mais ça roule encore. Ça fait, ouais, ben là, c'est ça, c'est dur à raconter. Ça fait un peu plus que 10 ans, mais tu sais, c'est sûr que nous, dans le fond, tu sais, on fait de la musique, les mêmes gars depuis qu'on a comme 13-14 ans. Nice. Fait que, tu sais, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la musique ensemble. Fait que, tu sais, on a fait du punk rock en masse, on a fait des shows trash pendant plusieurs années. Puis c'est ça, nous, quand on s'est croisés en 2009, je pense qu'on a fait... 2009, ouais. C'est là où nous, tout a démarré. Puis c'est drôle parce que on s'en parlait, les boys, récemment. Puis le show qui a fait... Tu sais, qui nous a vraiment... Ben, c'est notre premier vrai show. On avait fait quelques petites dates un peu obscures avant, mais la première vraie gig qui nous a fait vraiment donner confiance puis qui nous a fait exploser, c'est le show avec vous à Québec. Oh my God, OK. On avait fait Full House, là, c'était hot. On avait lancé notre premier EP, ça avait été vraiment hot, puis c'est là que tout a décollé pour nous après. Que on est encore là, on s'amuse. Nous, dans le fond, on est 4 chums, fait que tu sais, on s'amuse, on fait des tunes, puis ça fonctionne. Ben c'est ça que j'adore parce que je me rappelle, tu me dis 2009, je me trompe pas, c'était au Petit Champlain. Ouais. Effectivement, c'était full pin, c'était full house, t'avais énergie on board, c'était vraiment la totale. Même avec Kamakazi à cette époque-là, je pense que même Toon Radio, on avait tout un momentum, incluant vous autres en sortant quelque chose. Ça donnait un bon show, mais ce que j'ai apprécié, puis c'est ça l'affaire, tu dis simplicité, c'est ça l'affaire, c'est que tu me dis ça, je me dis, je me rappelle, c'était comme 4 gars. Super facile à jaser avec, super cool, down to earth, qui aimait les mêmes références. Tu sais, genre, je sais qu'à l'époque, t'avais aussi The New Cities qui était comme dans dans l'air, que tu sais, exact, comme le même style, le mix avec le rock, là, le background punk. Fait que, on avait tous des points de référence similaires, mais c'était comme sans prétention. Puis c'est ça que je trouve impressionnant. Puis c'est un des affaires qu'on va toucher plus tard dans le podcast, c'est justement que avec tout ça, comment vous avez comme traversé le temps en continuant. Tu sais, ça c'est une chose d'exister, mais de rester en vie, c'est encore plus difficile, puis vous l'avez réussi. Puis je trouve que c'est quelque chose que on voit pas souvent, surtout pour des groupes, et encore moins souvent dans la pop. Tu sais, sans prétention, mais tu sais, je trouve ça impressionnant. Mais ça, ton background, si je me trompe pas, c'était dans le punk rock. C'est là où tu as commencé. Oh ouais, nous, là, quand on a rentré au secondaire, moi, Dave, le batteur, on est comme tombé en amour avec, tu sais, je sais pas, nous, dans le temps, on écoutait du Green Day, on écoutait les Offspring, tout ça, puis à un moment donné, ben là, toute la scène punk rock californienne s'est comme développée, puis on embarqué complètement là-dedans. Je me souviens des premiers albums
les Lagwagon, les Good Riddance, tous ces genres de bands-là, on a vraiment été à fond là-dedans. Puis, tu sais, dans notre parcours, on a rapidement été aussi intéressé par toute la vague indie rock, tu sais, plus les Saves the Day, à un moment donné, quand il a commencé à avoir cette vague-là, tu sais, un petit peu avant les emo, tout ça. Fait qu'on a toujours été un peu attiré vers tu sais, oui, on n'a jamais été puriste punk rock, tu sais. On a toujours aimé tout ce qui était aussi autour, mais on a eu un band qui s'appelle Pressure, moi puis Dave, avec Sam aussi. Sam, il s'est joint à nous. Lui, il avait le band Each Onset dans le temps. Puis on a fait au moins 5-7 ans de tournée à travers le Québec. On doit avoir fait 350 shows de 13 ans à genre 18 ans, 19 ans. Puis on a vraiment trippé, on a eu du fun, on a eu je sais pas combien de vannes qu'on a brisé, des anecdotes de tournées de punk. On en a eu des millions, mais on a vraiment tout appris là. Puis c'est là aussi où, tu sais, des fois quand tu regardes un peu l'industrie de la musique ou les concours, tous les concours télé à la télé là, qui font des vedettes instantanées, je me dis tout le temps, je sais pas à quel point ils doivent savourer les conditions de show qu'ils ont, les loges, la nourriture. Oh my God, yeah. Quand t'as vécu le vrai truc, les sous-sols d'église, les bars miteux, les salles de Chevalier de Colomb à Sept-Îles dans une tempête de neige pour 300$. C'est là que je pense que tu connais vraiment le avec PTSD. tu le dis, puis genre j'ai des flashbacks de ma carrière. T'as tellement raison, puis juste pour complimenter ce que tu dis, tu parles de justement le star instantané. Je parlais j'ai fait un podcast dernièrement aussi avec William Deslauriers qui lui a fait Starac. Ouais. Lui aussi, c'est un gars qui a commencé dans le punk rock drôlement. Puis c'est ça qu'on jasait, c'est que c'est comme si tu pourrais commettre à cette émission-là puis jamais avoir écrit une tune de ta vie, juste être interprète, puis that's it. Mais j'ai l'impression que les gens comme toi, puis je vais même inclure un Rémi Chassé, exemple, ceux qui ont roulé leur boss des années avant, on le coffre puis les outils pour dealer avec la suite des choses. Puis ça semble être un point commun. Ben oui, puis c'est Rémi, j'ai fait des shows avec lui dans ces années-là, avec son band. On a fait plusieurs shows avec Fables, si je me trompe pas. Oh my God, yes. Exact. Yes. On avait des grosses dates, puis tu sais, c'était le fun. On était une petite gang, on était plein de bandes qui dans la région de Québec qui suivaient pas mal. On faisait plein de tournées, puis ça a été vraiment une belle école. Puis tu sais, aujourd'hui, ça fait que justement, je pense qu'on apprécie tellement ce qu'on a que on n'a pas le goût que ça s'arrête parce qu'on a tellement connu les difficultés de la scène plus punk. Puis, tu sais, on a évolué, puis on a changé, puis on pourra prendre le temps d'en parler, mais tu sais, c'est sûr que toute la portion de ce band-là qu'on a eu pendant un genre de 7 ans, ça a été la plus belle école que j'ai eue de ma vie. Puis, tu sais, c'était ça qu'on écoutait comme musique aussi. Fait que c'est sûr que tu joues ce que t'aimes, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, je te cacherai pas que ça me manque des fois de banger la tête puis de mettre la disto un peu plus élevée, mais en tout cas, on a tradé ça pour d'autres choses. Non, mais tu vois, there's no shame in that. Tu sais, pour faire le parallèle avec ça, c'est que, comme tu dis, l'école du punk rock, ce que je dis souvent aux gens, ou même aux bands que je réalise ou quoi que ce soit, c'est que ce qui était toujours le fun avec le punk rock, c'est pas juste une question de style, mais c'est une question d'éthique de travail. Tu étais obligé de tout faire par soi-même. Tu faisais ta merch, tu faisais ta table de merch, tu roulais ta vanne. Ça, je trouvais que c'était comme l'université du rock and roll. Ça t'apprenait à être un musicien professionnel, de gérer tes affaires, puis d'avoir une modestie, une humbleness dans tes trucs. Fait que quand ça allait bien, puis c'est ça, quand tout à coup les trucs commencent à fonctionner, ben t'es capable de faire, je sais c'est quoi dormir sur un plancher. Fait que quand je suis dans le lit de l'hôtel, mais je le pitcherai pas par la fenêtre, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est une des plus belles écoles qu'on peut se permettre d'avoir. C'est comme, sur le coup, quand on le vit, c'est comme, oh my God, mais en même temps, t'es jeune, t'es fringant, t'as le goût de le faire, là. Mais tu sais, maintenant, tu sais, je veux dire, moi, j'ai maintenant 32 ans, puis c'est sûr que, si on me dit demain matin, je vais refaire la même chose, peut-être je vais être comme, de même. Mais je suis content de l'avoir fait parce que ça me fait beaucoup apprécier les beaux coups. Puis, tu sais, on parle de style. Tu dis justement, we traded it in for something else. Moi, ce que j'ai toujours apprécié, puis c'est quelque chose que même moi, je vais faire mon meilleur culpa, c'est que quand on est jeune, on est un peu puriste, on essaie de se créer une identité, puis on essaie de se dire, this is this and that is that. Puis l'affaire, c'est que je trouve que la maturité fait en sorte que tu gagnes un peu de recul. Tu peux voir les choses plus clairement. C'est que, exemple, tu peux aimer quelque chose, tu peux aimer la personne, tu peux respecter, aimer et même apprécier
quelque chose qui est pas instinctivement quelque chose que tu t'aimes. Puis je prends l'exemple du pop, c'est que les gens qui savent pas, je suis un très grand fan de pop. Dans le sens que, si on parlait de band, moi, le band fétiche qui a beaucoup aidé Kamakazi, puis le monde ne réalise même pas, c'est The Killers. That's a pop band. Je veux dire, c'est très ancré dans le pop. Puis au fil des années, je veux dire, malgré tout le shift qu'il y a eu dans l'industrie en termes de style, il y a des excellents projets pop qui n'ont pas une guitare distorsionnée dedans que j'ai adoré, que je trouve beaucoup dessus. Fait que tu sais, moi, même si mon band œuvre dans le rock, puis on a toujours eu un côté comme plus heavy dans certains aspects, j'ai tellement d'appréciation. Fait que c'est pour ça que justement avec Automate, ça serait tellement facile de comme brush it off en disant it's just pop. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la preuve est là. You've been through it. T'as fait l'historique punk, puis maintenant t'as évolué en style, ce qui est pour moi la chose, pas la chose à faire, mais c'est comme c'est normal qu'à 15 ans puis à 30 ans on soit pas la même personne. On espère dans notre vie de pas être ça. Puis ce que je trouve le fun, c'est que pour un band comme ça, que peut-être sur la surface, quelqu'un pourrait juste faire c'est de la pop, ça prend pas passer à la télé. Ils savent pas l'historique du band, le band qui a roulé des shows, même en tant que band pop. Puis c'est la prochaine question que je voulais te poser, c'est que Automate, moi, j'ai vu ça à travers les années parce qu'évidemment, comme tu dis, on a des amis en commun, on roule notre boss au Québec. Vous avez toujours été, je dis dans le limelight. Vous avez toujours eu une toune qui spinait. Il y avait toujours un show de bouquet. Puis c'est ça que j'ai assez expliqué à des bands, c'est que même avec ça, you gotta work. Puis c'est ça que je voulais savoir. Malgré cette porte d'entrée-là, cette vitrine-là que vous avez eue, c'est quoi l'éthique de travail depuis? Est-ce que vous êtes encore en train de pousser de la même manière? Oui, oui. Puis tu sais, comment je pourrais te dire, tu sais, on travaille encore autant. C'est drôle parce qu'on se voit ce soir encore. Les boys, on essaie de se voir. Ben là, l'été, c'est plus dur à chaque semaine, mais on essaie à tous les jeudis de se voir tous les soirs. Fait qu'on se voit, les gars viennent chez nous, on se prend une petite bouteille de vin, une bière. On catch up sur notre vie, puis on en profite, on écrit ce qu'on feel durant la semaine, puis c'est rare que ça donne une chanson. Souvent, ça va être plus, ça va être des idées, des bonnes lignes, des bonnes phrases qui peuvent des fois se combiner avec d'autres trucs. Puis dans le fond, c'est un peu comme ça qu'on travaille à chaque semaine. Fait que, tu sais, on n'a jamais arrêté de faire ça. Depuis qu'on fait ça, on fait ça tout le temps. Comme je te dis, l'été, on prend des pauses avec les vacances et tout, mais sinon, c'est ce qu'on fait. Il y en a qui jouent au hockey dans une ligne de garage un soir de semaine. Nous, c'est écrire des chansons. Puis aussi, pour revenir au fait, à partir du moment où, à un moment donné, après 7 ans, faire des tours, puis être un peu épuisé de tout ça, pas faire d'argent, puis au contraire en perdre, payer pour jouer, à un moment donné, on est comme arrivé à un point où, en tout cas, moi, je suis perso, j'étais arrivé à un point où j'avais plus de plaisir à faire ça. Pas parce que je voulais faire de l'argent, c'était vraiment parce que je voulais au moins, si on le faisait, que ça soit dans des conditions un petit peu plus fun. Puis j'ai eu, début vingtaine, j'ai eu un enfant. Fait que c'est sûr que ça change aussi la perspective. Puis pour en revenir aussi au style, mettons, j'ai toujours trouvé ça plate, au secondaire. Il y avait la gang, il y avait des gens qui écoutaient du punk, puis il y avait les gars qui écoutaient le hip-hop. Yes. Puis fallait que tu sois dans une des deux cliques, puis si tu sortais de ça, t'étais pas cool, tu sais. Puis j'ai jamais compris trop écoute, j'adore le rock, mais j'adore le pop. Il y a des trucs que j'aime dans les pop, il y a des trucs que j'aime dans le metal, il y a des trucs que j'aime dans le blues. J'ai toujours trouvé ça un peu weird de se fermer les horizons pour fait que, j'ai toujours été comme ça. Fait que, même si j'ai beaucoup écouté cette musique-là durant mon adolescence, puis encore aujourd'hui, j'ai quand même toujours écouté la radio, j'ai grandi dans la musique, j'ai toujours apprécié tous les styles. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était normal d'explorer autre chose aussi que le punk, tu sais. C'est ça que quand je suis arrivé à la fin du projet, puis que j'ai pris une petite année ou deux à faire de la musique, j'ai réfléchi à ça. Puis oui, les gens qui vont se poser la question, puis en fait, on chantait en anglais aussi. C'est quand même un point important. C'est-à-dire que la musique qu'on écoutait était en anglais, nous. Fait qu'on voulait faire ce qui était en anglais, mais puis honnêtement, il y avait absolument rien, ou peut-être à quelques exceptions, puis je voudrais pas
mais il y avait pas grand-chose en français qui me plaisait à ce moment-là. Pareillement. J'ignorais l'existence de la musique francophone jusqu'à l'âge de 12 ans, probablement. Là. C'est à quel point que c'était pas dans mon radar. Puis tu dis très bien la même affaire. La francophonie, c'était pas mon instinct. C'est une histoire que j'ai racontée vieux comme le temps, que c'est pas quelque chose que je voulais faire au départ, mais que j'ai tombé dedans. Puis surtout, moi, un des points que j'ai toujours dit, je pense que je l'ai même dit en 2009, c'est que tu as tellement une bonne voix pour la francophonie, surtout pour le style que vous faites. J'ai toujours dit, man, that's a ticket right there, like a good job. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de pull off ce chant-là, puis je le tiens encore à dire, tu sais. Ben merci. Puis tu sais, moi c'est vraiment Maxime, mon bass player, avec qui tu sais on a eu, il a pas été dans mon band punk pendant les 7 ans, mais on a eu un band début secondaire quand j'avais 13 ans, environ un an ensemble, fait qu'on était proches, puis on s'est toujours suivis. Puis quand j'ai décidé de me lancer en français, puis à prendre un petit virage un petit peu plus pop, c'est le premier que j'ai appelé pour embarquer dans le projet, parce que je savais qu'il était intéressé, lui, plus ouvert avec la musique franco, puis je voulais quelqu'un qui m'amenait vers là. Puis c'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de trucs, mais il m'a fait découvrir beaucoup d'artistes plus français de France, des bands comme Kyo, des trucs comme Indochine, c'est con, mais c'était les premières inspirations de départ que lui écoutait déjà, il assumait déjà aimer cette musique-là, puis même il m'a fait découvrir du Aznavour, plein de vieux trucs aussi sur des classiques français qu'au Québec on est peut-être moins exposé. Puis c'est ça qui m'a vraiment fait découvrir certaines affaires que j'aimais dans la musique franco, puis j'ai commencé à builder là-dessus. Puis c'est sûr que notre premier stock, quand on a commencé, c'était un petit peu plus rock et punk oriented, là, notre premier EP, parce que les racines n'étaient pas loin. Puis, tu sais, on a été chanceux parce qu'on a quand même breaké sur Énergie, puis C'est quoi, puis avec 2 singles de ce EP-là. Puis après ça, ben tu sais, on le rentre dans l'industrie. Je me souviens quand, en tout cas, anecdote, mais moi, un peu naïf, quand on a fait le EP, j'ai décidé que j'allais moi-même voir les radios. J'avais aucune idée qu'il fallait passer par un tracker. Exact. Et, écoute, je me souviens très bien. C'est quoi, c'était, voyons, comment il s'appelle? Le directeur musical, il a pris sa retraite. Guy de C'est quoi? Oui, Guy, c'est quoi? Je veux dire Brouillard, mais c'est probablement pas ça. Mais oui, c'est ça, Guy Brouillard. Ouais. Okay, écoute, il me prend en meeting, puis la première fois, puis il écoute la tune, puis il fait, écoute, c'est vraiment bon, on va donner un break à C'est quoi, tout ça. Mais il dit, probablement la dernière fois qu'on se rencontre puis on se parle. Puis je dis pourquoi. Et là, il dit écoute, dans l'industrie, ça fonctionne comment ça fonctionne, c'est que tu payes un tracker radio qui vient s'asseoir ici puis que lui, je peux lui dire exactement ce que je pense de ta tune sans te blesser, tu sais. Dans toute ma naïveté, j'avais trouvé ça un petit peu cruel. J'ai trouvé ça un petit peu... Ça m'a un peu désillusionné de l'industrie de la musique. Oh my God! En même temps, tu sais, c'est correct. Puis aujourd'hui, ce qui est nice, c'est que mon tracker, c'est un des meilleurs amis, c'est Alex, qui est notre gérant aussi. Puis il nous produit. Puis tu sais, on a une relation d'amitié. Puis fait que je sais que je suis capable, on est quand même capable d'avoir un vrai feedback de ce que les gens pensent de nos chansons puis tout ça, mais c'est ça, c'est là que ça a décollé, puis on a fait le switch, puis le son a évolué, mais bon, ça a été un peu ça la transition du punk vers le... Ouais. Mais c'est ça, parce que tu ris, mais c'est ça. Moi, l'affaire, le stem tracking, pour les gens qui écoutent, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une expertise d'aller voir les radios, une relation d'affaires avec ces gens-là et peut présenter des tunes, parce que ce que les bands comprennent jamais, c'est qu'une radio, c'est une business, ils ont des pubs à vendre et leur choix de chanson est en conséquence de qu'est-ce que eux croient va garder les oreilles à l'antenne. Fait que eux, ils vont suivre des tendances mondiaux, ils vont suivre des tendances de, tu sais, there's a method to the madness. Puis justement, tu sais, quand ils disent non à ta tune, des fois, c'est même pas un non parce qu'ils aiment pas la tune. Ils disent, hey, tu sais quoi, ça marche pas, je peux pas te mettre en 2 tunes de tel et tel, puis ça marche pas, tu sais. Puis c'est une des affaires qui est le plus difficile à comprendre en tant qu'artiste, parce que ben non, c'est de la musique, c'est bon, c'est comme mon idole. Pourquoi mon idole joue à la station, mais pas moi, tu sais, c'est dur à grasper. Puis une des meilleures expériences que j'ai eues avec ça, c'est la seule tune anglais qu'on a fait qui a traqué à la radio, Until the World Ends en 2013. On avait signé avec un indépendant après avoir quitté Indica, et à ce moment-là, on n'avait plus de budget de tracking. J'avais besoin de tracker la tune. Finalement, dans la même période, on a repris la catalogue, on l'a ramené chez Slam 10 pour comme tout mettre sous un toit. Puis ils m'ont dit, OK, Nick, on peut pas
payer un tracker, exemple 5 000$ pour faire le Canada anglais, parce que le Canada anglais, c'est plus cher que le Québec. Il dit, par contre, on a le même outil qu'ils utilisent. Si t'es game, on te laisse le bureau puis tu deviens le tracker de ton band. Fait que là, moi, je suis comme, tu veux dire, il faut que j'appelle chaque radio, je leur dis, ouais, mais invente-toi un nom, fais soit comme Superman, soit Clark Kent. Fait que j'avais un faux nom, je m'appelais Matt Richards, je me mettais un petit accent ontarien, j'appelais chaque station au Canada, et là, quand la personne me dit, yeah, so I heard this Kama song, it's a little too, it's not rock enough, it's got that pop bullshit. Puis là, moi, au téléphone, il me dit ça, je suis comme, yeah, I told the guys in the mix it was fucking horrible. I told them, I said, it's never gonna play on this alternative radio. J'étais en train de dire, c'est mon propre band, juste pour me vendre le personnage. Mais tu dis cruel, mais c'est ça, c'est que je pense que le temps dans l'industrie, surtout quand vous êtes comme vous autres, vous êtes très attachés à votre projet, vous êtes très hands-on, on va faire face à des cruautés de notre industrie, mais je trouve que ça nous rend plus forts, ça nous rend plus humbles, ça nous aide à diriger l'énergie à la bonne place. J'ai des bandes qui perdent du sommeil la nuit quand ils se font dire non à la radio, je suis comme, guys, put that aside, passez à la prochaine tune, passez à l'autre appel, c'est pas important, it looks worse than it is, puis je pense qu'il faut que tu le vis pour le comprendre, comme vous l'avez fait aussi. C'est un très bon point, mais en fait, le plus important, c'est l'ego, c'est de laisser l'ego à la porte, à partir du moment où tu fais de la création, c'est dur de se détacher émotivement de ce que tu crées, parce que si tu le crées, c'est que nécessairement que toi tu l'aimes, tu créeras pas de la merde, c'est impossible. Mais faut être capable de prendre du recul puis faire, ok, regarde, je m'entoure. En fait, c'est un choix, c'est-à-dire que tu peux décider de t'entourer de gens en qui tu vas avoir confiance puis tu veux entendre leur opinion puis construire là-dessus, ou tu t'entoures pas, puis tu vis tes déceptions, puis tu vis des frustrations sans savoir trop pourquoi. Mais c'est sûr que moi, Alex, c'est avec lui qu'on a bâti tout ça, puis quand il nous donne des commentaires, des fois, c'est pas les commentaires qu'on veut entendre, mais à force de travailler avec des gens, avec une équipe, à un moment donné, tu finis aussi par, quand t'envoies un truc, un démo, une idée, souvent, on sait déjà un peu à quoi s'attendre. Okay. Souvent, le feeling qu'on va avoir, ça va être ce qui va confirmer. Puis des fois, c'est l'inverse aussi. Des fois, on va faire un truc qu'on pense correct, puis il va dire hey, c'est beaucoup plus fort que vous pensez ça, vous devriez aller plus loin là-dedans, pousser plus, puis il va nous donner un angle, parce que c'est sûr que la personne qui parle aux directeurs musicaux à tous les jours, puis qui est au courant de ce qu'il recherche, puis des trucs qui repoussent, puis tout ça, mais normalement, c'est quand même une des meilleures personnes qui est capable de te guider dans... Puis encore là, faut pas que tu changes ta tune, faut pas que tu... Ben tu peux pas la dénaturer, mais tu amènes un bon point, puis c'est quelque chose que c'est l'erreur, dans le fond, c'est l'autre côté de la médaille, c'est que formater trop, ben tu perds la personnalité du groupe. Fait que c'est tout le temps un genre de ballet que tu dois faire ou que tu as des commentaires, puis encore pour les gens qui écoutent, peut-être c'est un peu du inside baseball ce qu'on dit, mais c'est que les radios des fois vont avoir ce qu'on appelle des cues, vont avoir des requests. Hey, est-ce que tu peux baisser les guitares? Ah, est-ce que si la tune était 1 minute plus courte, ils vont avoir des cues à donner, et c'est en tant qu'artiste, tu dois prendre un choix, tu dois faire un choix qui est peut-être des fois déchirant, qui va peut-être permettre ta tune à spinner. Puis ça devient un débat éternel entre l'art et la business. Mais ce que j'ai toujours dit à tout le monde, puis je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est que le jour que tu as décidé de te mettre publiquement, tu te mets sur la place publique, tu as de l'offre, tu offres quelque chose, tu as comme une relation avec les personnes qui écoutent, qui achètent, ben tu quoi, t'es déjà dans le business. Il n'y a pas de j'ai mon petit orteil dedans, puis je suis encore artiste. T'es autant artiste que l'autre qui le fait pas, mais t'as décidé de jouer le jeu de je vends quelque chose, je m'en vais. Fait que ça veut pas dire que t'enlèves l'artistique de ça, mais tes moves, tu dois être conscient que des fois tu vas être obligé de faire des choix différents, et même que, et je dis ça tout le temps aux bandes que je réalise, le vrai challenge, la vraie façon de montrer du caractère, c'est de prendre les restrictions qu'ils te donnent et quand même réussir le coup. Comme tu dis, de se faire dire ça, ok, mais tu réussis le coup, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, c'est ça. C'est probablement une question d'ego, puis je respecte les gens qui veulent pas toucher du tout jamais à l'œuvre, puis que puis c'est correct, mais après ça, tu sais, je veux dire, ça reste qu'il faut en tout cas, faut vivre, puis c'est le fun aussi recevoir une récompense derrière un travail, que ce soit monétaire, de reconnaissance de l'industrie ou juste que ta chanson puisse vivre sur des ondes radio, par exemple. Moi, pour moi, ça, c'est un privilège. C'est pas quelque chose que je mérite absolument ou tout ça. C'est un privilège qu'on a. Puis, moi, j'ai l'impression qu'il faut être ouvert aux critiques et aux commentaires. Puis, à partir du moment où tu n'es pas à l'aise là-dedans, mais tu peux ne pas dire oui, puis tu peux ne pas le faire. Puis, ça se peut que tu aies raison, ça se peut que tu aies tort, puis que tu perdes une opportunité d'avoir de la visibilité puis de pouvoir continuer à créer, etc. Moi, j'ai toujours
toujours vu un peu comme ça. Puis c'est sûr que à partir du moment où t'es pas à l'aise à faire ce que tu fais, tu le fais pas. Puis nous, honnêtement, là, je pense, en tout cas, j'ai pas de souvenir là, en plus de 10 ans de comme tu dis, on a des singles à la radio depuis 10 ans non-stop. Là. J'ai pas souvenir que on s'est fait demander une modification avec laquelle j'étais vraiment pas à l'aise ou des fois c'était juste de shorter un bout, c'était de descendre comme tu dis, des fois un peu une petite guitare ou un petit son plus agressant dans la tune. Ils te font pas changer bout pour bout une chanson, sinon ils disent juste qu'ils apprennent pas. T'sais. Exact. Exactement. Et puis, tu sais, une chose que je voulais aussi, c'est que, tu sais, le mythe que je veux balayer de la même, c'est un peu ça, c'est que les gens qui écoutent la pop, on va dire, je vais inventer une personne fictive, là, mais, tu sais, quelqu'un va mettre la radio puis entendre une tune pop, puis peut-être c'est quelqu'un que justement qui a des affinités avec la scène plus rock, metal, punk, puis eux, ils vous disent, la vraie shit, c'est les musiciens, on vend, tu sais, c'est des artistes, puis fuck l'argent, puis là. Ils entendent la pop, ils disent, c'est, moi, j'aurais pu faire ça sur un coin de table, c'est de l'estime de merde, blablabla, c'est part of my language, mais tu sais, c'est comme, c'est de la merde. Puis, c'est tellement un mythe qu'on doit débunker parce que le temps et le travail est même des fois doublé. Parce qu'exemple, t'es dans un band métal dans un garage à Plessisville ou à Victo, puis tu fais ta toune, il y a personne qui dit quoi faire. Ta toune, elle existe, it is what it is, puis tu vis avec. Fait que tu sais, t'as pas vraiment de la pression. Mais là, si t'es signé sur un contrat de disque, t'as un tracker, tous ces gens-là ont des billes à payer, ont des commissions à faire. Tu fais de la musique, ta musique et la rentrée d'argent qu'il fait a un instance sur leur rentrée d'argent parce que je sais pas si tu le sais, mais personne ne va travailler au couche-tard pour $0. Là. On fait tout payer pour faire de la job dans la vie. Puis musicien, même si c'est quand même tabou de le dire, c'est une profession, c'est une job, c'est quelque chose qui devrait et j'espère un jour va être compensé justement, spécialement avec tout ce qui est streaming puis tout ça. Mais pour dire que une fois que tu es dans l'industrie du disque où tu décides de vendre ça, comme tu dis, le but c'est pas d'en perdre. Moi, il y a des gens qui disent moi j'aime ça le faire puis tant que je break even, je suis content. Pas de trouble. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des jobs de jour puis that is absolutely fine. Pour moi, ça, c'est du succès à la limite, là. Tu sais, comme, c'est correct. Mais tu sais, quand tu parlais tantôt du côté business, là, t'as tellement raison parce que, puis ça, c'est un truc, je sais pas, c'est un truc qui est pas très discuté puis qu'on dirait que c'est tabou de parler de ça, mais c'est tellement important de comprendre que, à partir du moment où encore là, tu peux t'entourer d'une équipe qui fait tout à ta place, mais tu finis toujours par devoir te vendre quand même à un certain moment. Ne serait-ce que quand tu fais une entrevue à la télé, à la radio, peu importe, il faut que tu fasses un pitch de vente, donc tu deviens un entrepreneur. Là. Puis, tu sais, à partir du moment où tu comprends que tu as quelque chose à vendre, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis en affaires, pas juste avec l'industrie de la musique, j'ai une entreprise. Puis, c'est sûr que, tu sais, tout le monde dit, tu dois être bien, t'es ton boss. Ben non, mes boss, c'est mes clients, c'est mes employés. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui vient un peu changer ton idée originale un petit peu de départ, mais en bout de ligne, souvent, c'est juste pour que tout soit tout soit parfait. Si le client demande autre chose que ce que je propose, c'est peut-être parce que mon offre est pas hyper adaptée. Puis des fois, c'est pas de changer le produit au complet, c'est juste de l'adapter, à changer les petits détails, puis finalement, mais si ça fait que j'en vends plus, c'est qui a raison? C'était le client. C'est un peu le même principe que je vois aussi pour la musique. T'sais. Ben absolument. Dans le fond, la seule chose que j'ai vue avec l'industrie qui m'a comme un peu mis mal à l'aise, c'est que effectivement c'est de l'art. L'art c'est subjective. Tu sais, c'est chacun ses goûts. Tout le monde. Tu sais, il y a pas de formule. Il y a pas comme 2 + 2 = 4. Puis c'est ça qui va être toujours le cas. Il y a plein de facteurs, que ce soit l'environnement. Comme je donne tout le temps l'exemple de Rien à cacher, qui est le deuxième album de Kamakazi. It was the right album at the wrong time. C'est un album qu'on a fait avec Gus Van Gogh qui a coûté les yeux de la tête à l'époque, qui était parfaitement fait. Dans le fond, ce même album aurait sorti il y a 2 ans, ça aurait fait fureur, mais c'est sorti l'année, le mois que toutes les radios ont dit, tu sais quoi, on met plus de guitare sur les ondes FM du Québec. C'était comme LMFAO, c'était que de ça. Puis ça a tué un peu la commercialisation parce que là, on n'avait plus de place où les places n'étaient pas ouvertes à du rock. Puis c'était du bon rock. C'était fait avec un réalisateur qui gagnait des Félix pour la même affaire. Fait que, non seulement que ta business dans l'industrie du disque, t'as comme l'éthique de travail intérieur du groupe. Fait que dans ta tente, tu dois bien gérer tes affaires, travail d'équipe, justement de l'écoute, d'être efficace. Mais ton environnement, puis je pense la même chose dans les affaires, dans peu importe l'industrie dans laquelle tu œuvres, t'as l'environnement qui vient faire ça. Puis dans l'art, à cause c'est pas quantitative, c'est vraiment quasiment un feeling. Ben, tu sais, tu peux tout mettre ton argent sur un album à un certain moment, puis c'est sorti 2 mois trop tard, 2 mois trop tôt. Tu peux, tu sais, justement, il y a une pandémie en ce moment. T'avais un album à sortir cette année, well, fucking tough shit. Tu sais, c'est comme, fait que, comme tu t'as si bien dit, puis je pense que c'est ça que les gens doivent réaliser, c'est que
quand tu prends soin de ta maison, quand tes affaires sont bien en ordre, puis que tu fais attention, tu vends ton entreprise, tu pitches, tu travailles pour toi, ben t'es le plus safe que tu pourras jamais être dans l'industrie. C'est comme tu vas être prêt à affronter n'importe quelle tempête parce que ton core il est bien fait. Puis si Matt encore aujourd'hui sort des singles, fait des gros shows, dont le Centre Bell, by the way, j'avais vu que vous avez fait ça il y a quelques années. C'est comme c'est parce que la base est solide, puis peu importe ce qui se passe dans l'industrie, vous êtes capable de le braver. Exact. Puis tu sais, c'est aussi fou que tu parlais de la pandémie, mais nous, il y a plusieurs façons de le voir. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'en profiter pour encore plus écrire, aller en studio, parce que justement, c'est des moments inspirants, je trouve. Aussi fou que ça peut se paraître, là, je suis peut-être un opportuniste, mais il y a toujours une opportunité dans quelque chose de négatif, puis on a toujours voulu s'adapter. On a fait ça depuis le départ, puis tu parlais aussi du changement de son des radios quelque part en 2012 que c'est ça, début 2010. Ouais, c'est dans ce début des années 2010 que vous avez sorti cet album-là, mais dans ces années-là aussi, on a pris un virage à ce moment-là parce que justement, on avait des signaux, on s'était fait conseiller, puis on s'est dit, garde, tu sais quoi, why not? Puis c'est là qu'on est allé travailler avec John Nathaniel. Oui. Qui venait de faire, dans le fond, des trucs avec Marie-Mé, avec... c'est un peu... pour les gens qui ne savent pas, John Nathaniel, c'était le chanteur de Mendy qui est devenu un réalisateur vraiment prolifique. J'ai eu la chance de travailler une fois avec lui pour une tune de Mae Wells, dans le fond, à l'époque, son band. On a fait, j'ai écrit une tune pour elle que John a réalisée. Fait que j'ai eu la chance de travailler avec. Vraiment un sweetheart, super travaillant. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un des réalisateurs les plus occupés, je dirais, au Québec, puis peut-être en Amérique du Nord en ce moment pour le style qu'il fait. Là. Ah ouais, ben en fait, là, c'est complètement fou. Il travaille avec One Republic, puis il fait des c'est complètement... il est rendu vraiment loin, puis avec lui, ben on avait été introduit... Dans ce temps-là, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas travaillé avec tant d'artistes québécois que ça. Il faisait, justement, il sortait de son band, il avait fait des trucs plus rock, un petit peu, on était sa première expérience pop, à part Marie-Mé, évidemment, qui avait travaillé comme en collaboration avec Fred Saint-Gelais. Puis, écoute, nous, ça nous avait complètement changé parce que, tu sais, c'était la première fois qu'on travaillait avec un réalisateur qui était un petit peu plus hands-on sur le processus créatif. Parce que, tu sais, justement, c'était la première fois où on écrivait les chansons en studio. On n'avait jamais fait ça, on avait toujours été classique, on écrit les tunes en local, puis après ça, on fait une pré-prod, puis après ça, on s'en va en studio faire la tune, ce qui est un process vraiment le fun aussi. J'ai pas eu le plus de plaisir à un ou à l'autre, mais c'était la première fois qu'on arrivait, puis qu'il était comme, OK, alright, comment on fait aujourd'hui, les boys, qu'est-ce qu'on écrit? OK, good. On part, puis ça a été le début, puis lui... aussi en faisant ça, ça nous a peut-être sorti de nos patterns habituels de voix, de mélodie, de riff, d'enchaînement d'accords, de sonorité, parce que on n'écrivait pas nécessairement avec la guitare, on a fait des tunes avec le keyboard, on a changé vraiment nos habitudes, puis ça l'a changé complètement notre pattern d'écriture, puis c'est ça qui a aussi une influence sur notre son, parce que tout ce qu'on avait fait avant avait été fait guitare-voix, en local, en pré-prod, etc., avec Luc Tellier, qu'on avait fait les autres chansons. D'ailleurs, Luc, qui est encore dans notre équipe très proche, qui mixe toutes les chansons qu'on fait depuis 2009. I love Luc. Luc, qui masterise tous les projets que je fais dans la Batcave. Puis lui aussi un autre sweetheart, très talentueux, qui est très généreux avec son temps et son advice. Je l'apprécie beaucoup. Moi aussi. Ah ouais, c'est un membre de la famille de Tomate. Puis c'est vraiment, il y a une partie de notre succès qui est vraiment grâce à lui aussi. Puis peu importe, c'est ça, tu sais, on a eu pris un petit break quand on a travaillé avec John, avec Luc, mais le bénéfice que John a eu avec nous, c'est vraiment sur la façon d'écrire dans des live sessions. Il nous a vraiment amené ça, il nous a appris comment faire ça, puis on a gardé ces mêmes réflexions, on continue à faire ça. Fait que tu sais, à chaque semaine, les gars, on écrit des lignes, on écrit des mélodies, on écrit des refrains, tout ça, mais on finalise pas de chansons, on fait juste des idées. Puis quand on arrive en studio, ben, on va piger dans ces sacs à idées-là pour être capable d'avoir des fois des textes ou des lines meilleures, déjà des mélodies qui peuvent fitter sur l'inspiration du moment, dans le fond. Fait que c'est comme une technique de travail qu'on a adaptée en travaillant avec John à ce moment-là. Puis c'est là en 2012 ou 2011 que le son a un peu changé en radio. Puis ça a donné que c'était notre changement de structure, notre façon de travailler. Fait qu'on a juste ajusté un petit peu les sonorités des instruments puis
nous, ça a été c'est là que tout a explosé encore plus en 2012 avec notre album, puis les Jeux olympiques de Londres, on a vendu une tonne, puis tout s'est mis à débouler à ce moment-là. Wow. I mean, c'est ça l'affaire, c'est que j'aime ce que tu as fait, c'est que dans le fond, tu as vraiment expliqué une façon de travailler, parce que c'est ça l'affaire, c'est que ce qui est beau dans cette industrie-là, surtout en tant qu'artiste, c'est que personne n'a la même exacte façon de travailler. Puis comme c'est de l'art, il y a toujours plein de manières d'y arriver. C'est pas une formule. Puis encore une fois, ça brise le mythe. Il n'y a pas de formule écrire un hit. Un hit, c'est pas quelque chose que tu fais 1 plus 2 puis ça égale 3. Fait que, le même gamble que tu as fait, ça aurait pu ne pas fonctionner comme le mien. C'est ça qui est la beauté de ça. Mm-hmm. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tu vois, moi, avec Kamakazi, ça a toujours été comme dans les temps dans le local, après ça, dans le pré-prod des albums. Puis je te dirais, moi, à cause que dans Kamakazi, je suis toujours le main songwriter, ça a toujours été le cas. Puis ça, le monde le savent, c'est pas quelque chose qui est secret. La saveur de Kamakazi est toujours à cause des 3 membres. Donc peut-être qu'il y a toujours le core, la même chose, mais c'est les gens autour qui donnent ce que ça donne, puis c'est le résultat final de ça. Puis tu vois, moi, quand j'écris, même chose que c'est quasiment... C'est pas la même chose, mais presque, c'est carrément, j'ai un scrapyard. Des fois, il y a une tune complète qui sort, puis c'est scrappé. Des fois, je le mets dans le scrapyard, j'enlève le verse ici, je le mets ailleurs. C'est quelque chose que j'ai développé au fil des années. Puis même moi, quand je travaille avec d'autres artistes, eux, ils arrivent avec leur technique ou leur façon de faire. Puis même moi, j'en apprends. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est justement ce côté collaboratif-là de partager la façon de faire. Oui, puis tu sais, tantôt, avant de commencer, on a parlé de Connor, qui est notre réalisateur avec qui on travaille depuis 2016, je pense. Et il a fait notre dernier album Pandora, puis depuis, il a fait nos derniers singles qui vont sortir éventuellement. Mais Connor, dans le fond, même chose. Quand on a commencé à travailler avec lui, il n'y avait pas énormément de réalisations de faites avant nous. Il commençait, la première fois qu'on est travaillé avec lui, c'était chez ses parents à Baie d'Urfé. OK, encore OK, parenthèse, je veux juste arrêter de parenthèse. La même maison, le même studio que vous avez visité, parce que j'étais pas sûr si ça existait encore. Moi, j'ai rencontré Connor quand il était kid. Il a dû avoir 14 ans. Je sais pas si tu sais quand quelqu'un aime collectionner des timbres ou aime collectionner, tu sais, comme quelqu'un qui a une passion pour quelque chose de vraiment méticuleux. Lui et son frère, c'était des passionnés de geared recording, les fils super bien enroulés sur le mur, la salle bien calibrée, puis c'était comme leur projet. Like, we wanna be in the music industry. Mais pas des rockstars. On va être des engineers, on va être des réalisateurs. Ouais. J'ai tellement trouvé ça beau. J'avais comme peut-être, je pense à cette époque-là, j'ai dû avoir 17, peut-être à peine 18 ans. Puis j'ai voulu aller, je trouvais c'est tellement passionné de ce qu'il faisait, des gentlemen super polis. Justement, Baie d'Urfé, West Island, moi je suis allé bizarre, Baie d'Urfé, c'est un peu au sud, mais c'est dans le même area. Fait que tu sais, de voir que c'était encore le cas toutes les années plus tard, ça met un sourire au visage. Je trouve ça tellement cool, genre le kid qui était tellement excité, mais là il fait des grosses réalisations dont vous autres, puis j'imagine aussi depuis. Là. Ben, il a travaillé sur l'album de Charlotte Cardin. Il fait vraiment... il a fait Matt j'ai toujours la misère avec son nom de famille, Matt Abulevski. Anyway, tout le monde va me comprendre. On se comprend. Mais anyway, Connor, pour moi, c'est un génie. Là. Puis lui, même chose, quand on a commencé à travailler avec lui, on a vu un jeune geek, comme tu dis, freak du roulage de fil. Puis, mais en même temps, écoute, il est tellement dans sa bulle, il a tellement une façon de voir la musique, c'est un virtuose, il est vraiment unique. Puis, même chose, lui, il avait une approche même encore très différente, c'est-à-dire que lui, on travaille avec lui, puis des journées, il va dire, ben moi, je file pour que on s'inspire d'un beat de drum. Fait qu'il va aller s'asseoir sur le drum, on prend notre temps, des fois ça peut prendre 1 heure, il va partir dans sa bulle, il va jouer du drum, on va faire, moi je vais pogner la bass, on va essayer des sonorités, on va essayer une groove. Lui, c'est tout le temps des façons de travailler différentes, selon la journée, selon le mood, selon la session. Puis, écoute, ça, c'est vraiment le fun parce qu'à chaque fois qu'on va travailler, on sait jamais avec quoi on va sortir, quel genre de musique qu'on va sortir, quel style de chanson, quel mood on va sortir. Mais c'est toujours, ça, c'est vraiment travailler avec. Oui, t'as raison, travailler avec plein de monde, des fois, ça nourrit puis ça te fait évoluer toi-même comme
comme writer, tu sais, fait que non, c'est même pour que tu sais avec Kamikaze en ce moment c'est un peu calme parce que comme toi je suis devenu papa dernièrement, j'ai une petite fille puis là maintenant un petit gars, fait que j'ai un enfant de 2 ans et 4 ans, 2 ans excuse-moi et de 4 mois à la maison. Puis tu sais quand toi tu as eu ton enfant, c'est ça, c'était comme au début, fait que moi j'étais pas rendu là dans ma vie. Fait que je sais à quel point qu'avoir un enfant ça a un impact sur comment on fait notre musique, comment le workflow et tout. Mais tu vois avec Kamikaze, dans toute notre carrière, j'ai juste eu un vrai réalisateur. J'enlève rien à Frank Joly puis Jérôme Boisvert qui ont travaillé sur nos albums. C'est pas que c'est pas des vrais réalisateurs, c'est que le processus avec eux autres, c'était pas un songwriter, c'était plus comme des bons engineers qui captaient le son, qui avaient des bonnes idées d'arrangement. Mais tu sais, quand ça venait au songwriting, j'étais encore un peu at the forefront of it. Puis quand j'ai travaillé avec Gus Van Gogh puis Warner, eux étaient plus comme, OK, on va briser votre chanson, on va faire ci puis ça. Puis, fait que tu sais, dans ma carrière, sur 4 albums, j'ai juste eu vraiment cette expression-là une fois versus peut-être dans votre cas, vous avez fait ça à plusieurs reprises. Fait que même moi, à ce stade-ci de mon groupe, comment je vais dire ça, I'm yearning. J'aimerais ça peut-être revivre cette expérience-là parce que même en tant que réalisateur d'album, c'est facile pour moi quand c'est d'autres personnes parce que je peux attacher au matériel, tu peux mettre le chapeau, tu peux challenger, mais se le faire à soi-même de la même manière, je trouve ça très difficile. Même en gars de band, c'est difficile parce que c'est pas une dynamique vraiment le fun. Tu peux encourager ton dude, tu peux le laisser aller dans son trip, tu peux pas commencer à dire non, un verse, ça part pas de même. Tu comprends, c'est une dynamique bizarre. Fait que si t'entends parler de ça confirme que j'ai peut-être fait un bon choix de penser à ça. Je sais pas comment le comparer, mais tu sais, je parlais de ça dernièrement, je sais pas si c'est une comparaison boiteuse, mais si on compare ça à la restauration, tu as le choix d'aller dans un restaurant où tu peux aller toi-même faire ton sandwich ou toi-même choisir tes trucs, ou tu as le choix d'aller t'asseoir à une table puis te faire vendre le menu, te faire servir, te faire conseiller puis tout ça. Puis finalement, peut-être en bout de ligne, manger la même chose ou très proche, mais je comparais ça, c'est-à-dire que probablement que nous aussi, on pourrait réaliser nous-mêmes avec l'expérience qu'on a, puis ça reste que, tu sais, on est très... en studio, même si les gars embarquent puis qu'on se laisse aller, en bout de ligne, on a le droit de décider puis de dire oui ou non, ou de faire notre idée, mais c'est quand on a pris plaisir à faire ça, c'est-à-dire que justement à démolir notre ego, à la laisser à la porte, puis juste de dire, OK, il faut sortir d'ici ce soir avec les meilleures idées possibles, peu importe ça vient de qui, puis on fait de la bonne musique. C'est sûr que si, depuis 3-4 ans, on n'avait pas fait des bons coups à cause de ça, puis que finalement, on s'écoutait pas assez, puis que on laissait trop de gens prendre des places dans notre processus pour venir déconstruire nos idées, puis qu'il n'y avait pas de succès, ça serait peut-être une autre question, peut-être qu'on aurait changé notre approche. Mais dans notre cas, ça nous a toujours servi, c'est-à-dire que nos idées, notre instinct, nos habitudes, avec le point de vue rafraîchissant de quelqu'un qui te fait voir, tu sais, qui te dit, hey les boys, ça c'est votre pattern régulier, il faut sortir, si vous allez là-dedans, on se réinvente pas. C'est bon de se faire dire ce genre de truc-là. Puis tu sais aussi, comme Connor, il est pas de la même époque, il vient pas du punk rock, il adore la musique soul, il a vraiment un background complètement différent, puis il est beaucoup moins loud que nous en termes de sonorité. Puis souvent, ça fait un mélange qui est vraiment hot, c'est-à-dire que nous, on le pousse à vouloir peser plus lourd, puis lui, il nous ramène toujours à soft. Ben, souvent, le juste milieu, c'est le sweet spot, tu sais. En tout cas, nous, on apprécie ça, puis je te le dis, on aime ça au point où on n'envisage même pas de changer cette formule-là. C'est beaucoup trop je suis content pour vous autres, parce que ça, Connor, such a polite sweetheart, puis ça me surprend pas. Puis, tu parles de justement ton processus de ça. Moi, un autre exemple que je donne aux gens, c'est avoir un entraîneur privé, parce que, parenthèse, à un moment donné, je voulais perdre du poids pour un album, puis j'étais comme pas capable de me botter dans le pied comme il faut, fait que j'allais me chercher un entraîneur privé. Je l'ai perdu le poids. J'ai réussi à le faire, mais tu sais, à la fin, avec du recul, ce qui m'a fait faire, j'aurais pu faire moi-même quand même. C'était de l'information très available readily, mais d'avoir cette personne-là, te motiver, d'avoir une camaraderie avec la personne, puis de justement, tu sais, je dis je vais être beau pour mon photoshoot. Tu sais, il était comme, yeah, let's do it, like, yeah, let's look good. Tu sais, comme, fait que tu sais, moi personnellement, c'est ça, c'est que je trouve que c'est ça, tu sais, tu pourrais le faire toi-même. Tu sais, c'est faisable, on est tous capables dans la vie, mais des fois d'avoir cet encouragement-là, ça soit positif ou même des fois critique, ben je trouve qu'on arrive à des résultats qu'à la fin, on est beaucoup plus satisfait. Puis à la limite, on va apprendre.
Fait que tu as travaillé avec John, t'as appris quelque chose, t'arrives avec Connor, t'apprends d'autres choses. Tu continues à éponger tout ça, mais toi, en tant qu'être humain puis professionnel, tu deviens meilleur. Pour moi, c'est comme un non-sens de pas faire ça. Oui, puis tu sais, sérieusement, comment je pourrais dire, on n'est pas attaché à Connor dans le sens où, tu sais, pour le moment, ça fonctionne. J'ai l'impression qu'on a encore plein de choses à faire ensemble. Même dernièrement, il parlait qu'il voulait déménager à Berlin. Puis, écoute, on était comme, wow, OK. Mais je te dis, on envisageait d'aller quand même à Berlin pour enregistrer, pour faire les ben oui, parce que, tu sais, il y a trop de chimie, ça fonctionne trop, mais ça va durer combien de temps? Puis à un moment donné, lui comme nous, on sait très bien qu'on va aller au bout un peu du sac à idées puis de la création. Puis à un moment donné, nous, on va vouloir évoluer dans une autre façon. Puis lui aussi va peut-être vouloir travailler avec d'autres artistes. C'est que, tu sais, c'est ça que je trouve le fun, c'est de dire, OK, on travaillons ensemble le temps qu'on a des trucs à faire intéressants ensemble. Puis quand à un moment donné, d'un côté ou de l'autre, on sentira qu'il faut évoluer puis passer à autre chose, ben ce sera le moment puis on le fera. Tu sais, mais c'est vraiment tant si longtemps que ça fonctionne. Tu sais, comme tu dis, on a travaillé avec Luc, avec John, avec Connor, puis à chaque fois, ça nous a fait prendre des tournants, de l'évolution, ça nous a fait apprendre sur nous. Ça vient compliqué un peu en show quand on vient le temps de jouer des chansons de toutes ces époques-là, parce que en évoluant le son, ça évolue aussi la façon de jouer, fait que d'une tune à l'autre, ça peut être plus loud, moins loud, plus de nuances, moins de nuances, playback, pas de playback, mais c'est un challenge. Ce que j'allais dire, c'est une bonne phase, parce que je voulais juste prendre une pause rapidement, mais dans le fond, je veux que tu répondes à cette question après, puis je suis content que tu aies dit ça. Le côté live d'Automate, parce que là, on a parlé beaucoup du recording, la création de tunes, mais le fait, c'est que vous avez tourné, vous avez fait des gros shows, et le show live que vous avez adapté pour ces types d'événements-là, même moi, je sais comment c'est builder un show from scratch puis avoir plusieurs tunes de différentes époques. Je serais curieux de voir c'est quoi la vie de tournée d'Automate dans les 10 ans puis comment, avec le style que vous faites, avec avec tout ce qui se passe, c'est quoi la vie de tournée d'Automate. Puis évidemment, j'aimerais conclure en parlant des nouveaux singles qui vont sortir bientôt. Donc, on va juste prendre une quick pause tout de suite et à retour, on continue avec Mathieu Bouchard de Automate. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back. Donc, on est de retour avec Mathieu Bouchard de Automate. Puis avant la pause, on a fini en disant, parler de la tournée. Puis c'est un peu ça que je voulais comme partir dessus pour cette section-ci, c'est que nous, on a joué un show ensemble en 2009. Moi, je me rappelle, en 2009, nos deux bands, à cause du style, avec un peu d'électro, un peu de ce nouveau son-là, qui était comme à l'époque le Zeitgeist, on avait du playback, on avait un iPod avec le clic, on avait besoin... Dans le fond, on pouvait pas faire ce qu'on faisait dans nos années punk, de juste faire 1, 2, 3, 4, partir à la tune le plus vite possible. Il y a comme un théâtral, il y a un décor, une mise en scène un peu quasiment à faire. Ouais. Puis c'est ça que j'allais dire, c'est que là, depuis 2009, vous avez fait des gros shows, vous avez comme évolué en termes de spectacle. Par contre, puis corrige-moi, j'ai tort, mais tu sais, est-ce que vous avez fait des tournées, puis je veux dire tournées de cette façon-là, avec Kamakazi, quand on sortait un album, on n'a pas rarement sorti des singles, c'était toujours comme un album avec les singles de l'album, puis chaque album, on avait comme une genre de, OK, on va faire toutes ces villes-là d'un trait sur une année ou 2 semaines, tu sais, on avait tout un plan de match un peu comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que, à cause de la manière que vous avez sorti votre musique, qui est comme en shot de single, en shot de EP, comment vous avez adapté la promotion du côté live de votre band? Comment vous avez évolué ça? Puis en plus de donner le show que vous avez à donner. Ouais, ben en fait, on a fait, en 2012, quand on a fait notre premier album, quand on a eu notre gros break, là, on a eu quand même une super belle tournée. On a fait une 60aine de dates, un peu comme ce que vous avez fait là, sur un an et demi. C'est là où on a fait le Centre Bell. On a fait plusieurs
shows comme ça, des écoles, des festivals, tu sais, name it, c'était vraiment nice. Les shows de télé, tout ça, ça a été plus traditionnel comme façon de procéder. Après ça, on a comme pris un petit break, on a sorti un EP. Nous, ça a peut-être été le creux qu'on a eu dans nos 10 ans, c'est-à-dire que on a sorti un EP peut-être un peu trop proche de notre son de l'album de 2012, puis justement, peut-être que là, la tendance avait commencé à prendre un virage, on a peut-être manqué un peu aussi là, mais malgré tout ce EP-là, on a décroché une tournée de 60 quelques dates sur 2 ou 3 mois là, à travers les Maritimes, le Québec puis l'Ontario, dans des communautés francophones. On a fait principalement justement des tournées Contact Ontario. Entre autres. Peux-tu? OK, puis cool. il y en a un autre pour les Maritimes aussi. On avait décroché la totale. En fait, je pense qu'on était le groupe qui avait eu la plus grosse tournée possible. Wow. Puis c'est vraiment, tu sais, ça, c'est des 2-3 shows par jour, à tous les jours, du lundi au vendredi. Et que ça, faut que tu montes. C'est du sport. Faut que tu montes le setup en 30 minutes. Faut que le soundcheck soit fait. Faut que l'éclairage soit plugué. Oh my God. Puis là, faut rapper tout de suite après, faire la route. Même chose. Mais j'ai fait ça, j'ai fait ça une semaine ou deux de temps à l'époque du premier album, puis tu le dis encore une fois, j'ai dit PTSD, je suis comme oui, faire comme 4 écoles dans une journée, genre je l'ai fait 2 semaines, je suis oh my God, comme là tu te dis comme 3 mois straight. Oh my God. Non, mais ça a été quand même la plus belle expérience de notre vie. On se parle de cette tournée-là encore aujourd'hui. Toutes les fois qu'on se voit, on a une anecdote de cette tournée-là parce que c'est tellement intense, mais en même temps, c'est quand même un avant-goût de ce que les méga stars peuvent vivre, dans le sens où à tous les jours de faire une ville différente. Puis on était assez chanceux parce qu'avec la grosse tournée, on était capable de se payer un vrai tour bus avec des bunk beds, puis on vivait vraiment dans le boss. On avait notre Max qui joue de la basse pour nous, c'est un chef cuisinier, fait qu'il nous faisait de la bouffe à tous les jours. C'est bien utile, ça. On était vraiment pour vrai, c'était hot, là. On vivait le rêve, puis on avait nos week-ends, on pouvait chiller à Toronto, on allait dans des villes, c'était vraiment le fun. Puis c'est une expérience pour vrai que je souhaite à n'importe quel artiste qui peut essayer de faire ces tournées-là. Je sais pas si ça existe encore de la même façon, mais bref, ça a été une super tournée qu'on a eue, qui nous a permis de roder le show. Tu comprends que quand tu fais une 60aine de dates là, en 2-3 mois, c'est beaucoup en peu de temps. Fait que c'est sûr que on est sorti de là, puis je peux te dire qu'il y a certaines chansons qu'on n'aura plus jamais besoin de repratiquer de notre vie. Puis c'est ça. Puis après ça, on a sorti l'album, on a pris un bon break après ça d'un an ou deux. Puis on s'est questionné à un moment donné à savoir est-ce qu'on voulait continuer ou justement on était à la fin du parcours avec nos vies et tout ça. Puis on s'est dit non, il me semble qu'il reste quelque chose à faire. Puis on s'est dit OK, on fait un dernier album, on en fait un, pas d'attente, même si ça marche pas, on s'en fout, on le fait pour qu'on soit vraiment fiers puis qu'on l'aime, mais on voulait aller ailleurs. On voulait évoluer, on voulait moins être accroché au son plus poppy qu'on avait de 2012 à 2015 peut-être. Puis c'est là où vraiment on a découvert Connor, puis on s'est mis à travailler un son un petit peu différent. Puis c'est ça, on a lancé ça, puis là c'est là qu'on s'est mis à avoir des numéros 1 en radio, puis ça s'est mis écoute, contre toute attente, on n'était même pas prêt à ça s'est mis à débouler. Puis je te dirais qu'on a décidé de pas nécessairement pousser les spectacles. Depuis cet album-là, on a des vies quand même occupées avec le boulot puis nos projets. On a décidé de prendre les dates les plus faciles, les plus le fun. Puis on pousse plus pour faire les bars ou faire les petits trucs où on n'a rien contre. C'est vraiment une question de comment je pourrais dire, on est bien occupé, puis on se garde ce qui est le plus plaisant pour nous à faire, mais ce qui au fond est notre plus grand plaisir avec faire la musique encore aujourd'hui, c'est de se voir toutes les semaines, d'écrire, d'être capable de se sentir qu'on avance, qu'on crée des trucs, puis de savoir que ça fonctionne à la radio, puis que les gens veulent, que le produit répond à la demande, puis il y a plein de monde qui nous suivent, puis ça nous nourrit assez pour que le live, après ça, on se garde des petites gigs ici et là, mais l'année passée, pour conclure la tournée de notre album Pandora qu'on a lancé en 2017. On l'a lancé en France aussi en 2018. Puis pour closer ça, l'été passé, on a fait les Franco, festival d'été à Québec. Fait que pour nous, c'était en masse. Puis c'était de dire, OK, on vient boucler la boucle avec les 2 plus gros festivals au Québec.
Puis on n'a pas poussé plus loin. Là, cet été, on avait quelques trucs sur la table pour les festivals cet été, mais là, avec la pandémie, évidemment, c'était à l'eau. Mais on en profite pour écrire plus, pour continuer. Puis la suite s'en vient. Ben, je trouve ça, ça, on va parler là-dessus, c'est sûr et certain, mais je voulais juste ajouter un point à ce que tu disais à propos de la tournée. Puis, pour vrai, c'est que quand tu parles dans le punk rock, l'éthique, c'est you play anywhere, anytime pour n'importe qui. Donc, oui, tu fais tes bars, tu fais tes sous-sols, le kit. Mais même moi, tu vois, en 2020, tu sais, à 32 ans avec des enfants, puis juste avec la vie qui demande, tu sais, j'ai un podcast, j'ai développé une émission de télé avec un partner, j'ai fait plusieurs autres projets aussi qui font en sorte que quand je fais ma musique, je veux pas me faire chier. Je veux avoir du fun, je veux passer du bon temps. Puis avec Steve et Carl, c'est ça, nous, notre but premier, c'est de s'aimer puis d'aimer ce qu'on fait puis d'être bien ensemble quand on le fait. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, de choisir les choses avec parcimonie, c'est un peu comme pour moi la nouvelle façon de faire en 2020 parce que non seulement les gens consomment leurs médias différemment, comme tu dis si bien, vous avez streamé, vous avez joué à la radio, mais tu sais, à quel point tu as besoin d'être dans leur ville pour jouer dans leur face autant, tu sais, je veux dire, des fois, ils ont leur, tu sais, des fois, tu fais exactement ce qu'ils ont besoin d'en faire, d'entendre. Donc, tu sais, tu te casses pas la tête. Puis justement, moi, puis peut-être, je sais pas si t'es du même avis, moi, maintenant, aller dans une taverne, faire mon spectacle, je trouve que it does a disservice. Ça l'aide pas à mon projet. Puis je te donne l'exemple. Tu passes tellement de temps à faire un produit de qualité en studio, de faire de quoi à la hauteur de tes ambitions, puis juste à cause des limitations logistiques d'être dans une place, t'es en train de donner tu peux pas donner à la hauteur de tes ambitions. Donc, la personne qui vient consommer, qui vient vivre l'expérience, ne vit pas l'expérience que t'as en tête. Puis j'ai la dernière tournée de Kamakazi, c'est ça qui m'a tué. On avait de la projection 3D. On avait un show monté quasiment comme un show de télé. C'était vraiment comme full concept. On l'avait fait pendant, je pense, 10 shows. Puis, tu sais, anyway, long story short, ces shows-là, c'était des shows qui étaient trop bookés, dans le sens qu'il y avait trop de bandes. C'était vraiment it was a nightmare en logistique à René. Les gens ils ont vu le show, ils ont adoré, mais là, à un moment donné, les shows commençaient à être de plus en plus petits. Encore une fois, à cause des tavernes, des salles fermées, c'était comme plus difficile à faire le show. Là, on arrivait, puis c'était comme, on pouvait même pas faire le concept. On arrive ici, tu peux pas mettre ta projection, il y a pas assez de distance pour, tu sais, comme, je continue. Fait que là, le show devenait de moins en moins, je trouvais, à la hauteur de nos ambitions que ça a été au début de la tournée. Puis ça m'a turné off. J'ai fait genre, non, c'est pas vrai qu'on va passer des années à composer dans un local, mettre tout ça à l'âme, puis décevoir les gens malgré nous. T'sais. Fait que, tu sais, comme vous avez si bien dit, de faire les Franco, qui est le plus gros festival francophone de l'Amérique du Nord, le Festival d'été de Québec, qui est un des plus grands festivals en Amérique du Nord, tout style confondu, pour moi, va faire beaucoup plus d'impact que 50 shows dans des tavernes à Mont-Laurier puis Chibougamau, là, tu sais. C'est pas pour enlever rien à ces expériences-là, tu les as fait, mais rendu là, tu sais, c'est comme, what are we here for? Puis tout dépend aussi de, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, t'es à quel moment, tu sais, il y a des moments où tu parles de Mont-Laurier, c'est drôle parce que je sais plus, c'est en 2018 ou 2019, il y a une super station de radio à Mont-Laurier, puis ils nous supportent depuis toujours. Puis ils ont une émission, ils font ça, souvent ils invitent les artistes. Tu fais toute l'émission du retour en direct, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais puis ils nous avaient demandé une fois de venir faire ça, puis on faisait un show le soir acoustique pour les gens, dans le fond, les auditeurs qui pouvaient gagner les billets, qui appelaient, tout ça, qui voulaient me voir. Puis écoute, c'était un genre de truc très promo. Tu dis, ça va être plein de monde qui ont gagné l'étiquette, qui connaissent même pas, whatever. Puis il y aura pas de monde, ça va être plate. Puis, écoute, c'est pas payant. Il y a pas de cachet pour ça. Tu vas là gratuitement. Puis finalement, écoute, on est arrivé là. C'était crowded dans un petit sous-sol de taverne. C'était crowded de monde. Tout le monde chantait les chansons. On avait le petit kit de son vocal fournissait pas. Puis j'étais allé avec Alexandre, mon guitariste, puis écoute, ça l'a valu pour nous plus cher que de faire un show franco devant 10 000 personnes. Tu sais, il y a quand même certains moments dans des petits événements moins glamour où tu vas retrouver une chimie, une ambiance qui se recrée pas dans un gros événement. Je peux pas avouer que faire les gros shows, les gros stages, c'est ce qui est le plus électrisant dans le sens où c'est un gros chill, puis c'est un accomplissement, puis c'est valorisant, mais en termes de connexion avec l'auditoire puis tout ça, c'est pas vrai que les 10 000 personnes avaient le bras dans les airs à chanter les chansons, t'sais. Mais dans une petite salle où là les gens chantent, puis il y a une connexion de proximité, puis tu connectes avec eux. Écoute, j'ai les chills juste à y penser. Tu m'en donnes aussi parce que c'est exactement ça, j'allais dire la bémol
bémol avec ce que je viens de dire, par contre, c'est que quand les attentes sont pas là, fait que l'exemple que je donne tout le temps aux gens, c'est la tournée en Europe de Kamakazi, c'est que en Europe, quand tu œuvres dans du rock comme nous autres, on n'est pas grand public, malheureusement, là-bas, ils ont même pas des petites salles, des fois, que tu peux faire. C'est comme, non, t'as une pizzeria, puis tu joues dans le sous-sol de la pizzeria, tu sais. C'est ça. Puis la dernière tournée de Kamakazi en Europe, c'était 20 shows en 20 dates, une affaire ridicule que j'aurais, tu sais, jeune, j'aurais été fatigué. Là, j'étais comme à 28, 29 ans, j'étais comme brûlé à la fin de ça. Par contre, c'est ça, c'est que les plus beaux souvenirs que j'ai de cette tournée-là, c'est pas un franco, c'est d'être dans une ville en France que j'ai jamais mis pied de ma vie, dans un show qui est sur un bateau, bien renfermé, 60 personnes. Puis là, à cause des logistiques, on est comme, j'arrive avec une guitare, l'ampli est toujours fourni à chaque show par quelqu'un, j'ai aucune idée dans quoi que je vais jouer à chaque soir. Puis you have to make it happen. Il n'y a pas de playback, il n'y a rien. It has to happen here. Il faut que ça marche. Puis là, tu joues ta tune, le connection, là, les gens ils te regardent dans les yeux, puis ils chantent tes tunes à tue-tête. J'en ai des frissons, j'en avais des larmes aux yeux sur le coup, puis je comprends totalement. Fait que ça serait ça le bémol dans ce que je dis, c'est que malgré ça, malgré un peu les 40 titres de comme trouver, oh my God, je fais ça, c'est donc bien dévalorisant, on joue... En même temps, il y a des moments irremplaçables qui arrivent dans ces affaires-là, d'où le pourquoi que malgré tout ce qu'on vient de dire, tu vas faire le Mont-Laurier parce que tu le sais. Tu sais, moi, je vais le faire quand quelqu'un me dit viens jouer les tunes acoustiques dans une place. You know what? I will, parce qu'il y a quelque chose il y a de la magie qui peut arriver, puis à la fin de la journée, c'est juste ça qui reste, hein, c'est nos souvenirs, nos cartes postales, nos albums. Fait que je suis tellement d'accord avec ça. Puis justement, pour comme cloître un peu le tout, j'aimerais ça que tu nous parles de la prochaine étape pour Thomas. C'est quoi qui s'en vient? Let's hype it up. What's coming up? Oui, ben en fait, tu sais, on est comme nous, on n'arrête jamais. Fait que pour nous, tu parlais de concept d'album, on finit toujours par rapper. C'est une époque de ce qu'on fait dans un album parce qu'on veut que ça soit figé ensemble, mais nous, le concept de on fait un bloc d'écriture, après ça on écrit pendant 2 ans, c'est pas nous, tu sais, fait que nous on écrit tout le temps, mais il y a quand même des blocs d'écriture, c'est-à-dire que après l'album de 2017 Pandora, tu sais, on a quand même pris une pause, là, on s'est moins vu, on a moins écrit parce que on a eu un petit 2 ans plus intense. Mais là, depuis quelques mois, depuis peut-être 8 mois, on est revenu intense là-dedans. Puis c'est une nouvelle ère. Puis justement, ça a un peu rapport avec le nom du EP qu'on va annoncer bientôt. Mais pour nous, là, on a du stock assez d'accumulé pour dire, OK, on se lance, on annonce la sortie d'un EP cet automne. Quelque part, là, en novembre ou décembre, là, on va lancer c'est un 6-7 chansons, dont 2 qui sont déjà sorties en radio actuellement. Puis on a une nouvelle qui sort à l'automne, puis on a déjà les prochains pour la prochaine année et demie de singles, puis on continue là-dedans. Fait que c'est un peu ça qui est sur la table pour le moment, puis notre équipe travaille, il va y avoir des vidéos qui vont sortir. On essaie de toujours rester quand même créatif, puis c'est ce qui s'en vient pour nous, dans le fond. Awesome. Ben écoute, je suis vraiment content parce que c'est ça, aujourd'hui, je suis content qu'on ait pu se donner des news sur chacun de nos carrières puis l'équipe de reprendre nos nouvelles. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que comme je te dis, à cause de dans le style que j'œuvre, les gens que je côtoie, ou du moins quasiment les attentes que les gens ont envers Kamakazi en pensant que c'est un band full hard, trap, whatever, que les attentes, les gens savent pas à quel point que, tu sais, la musique, c'est universel, on se connaît toutes des fois, puis on partage les mêmes passions, puis même si les styles ne se ressemblent pas, dans le sens que là, exemple, en 2020, ce que Kamakazi ferait puis ce qu'Atomat ferait, peut-être ce serait pas comme le premier réflexe, ah oui, ces deux-là seraient en show ensemble, reste qu'on a des bases à la même place, on a des mêmes expériences, puis j'adore mon podcast pour ça, je trouve que c'est une des affaires que j'aime le mieux faire, c'est de briser ces mythes-là, puis de justement jaser, puis de montrer aux gens à quel point que on est connecté plus qu'on le pense, puis que même si c'est des styles différents, il y a des trucs qui se ressemblent. Fait que je trouve ça vraiment excellent, puis j'ai adoré le fait que tu as pris le temps de parler de votre processus, puis un peu de ce qui s'en vient, puis moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que ça continue. Puis, check, je sais pas quand ça va arriver. Je sais pas si un jour on va se croiser encore en show, mais j'aimerais bien ça. Mais écoute, anytime. En fait, il faut qu'on fasse ça. Puis, tu sais quoi? J'ai l'impression que si on faisait un show aujourd'hui ensemble, probablement que tu demandes aux gens de venir voir le show, puis je suis sûr qu'ils retrouveraient la même énergie dans les deux bands. C'est-à-dire que, OK, dans Kamakazi, probablement que la guitare électrique va être un petit peu plus forte. mais je pense qu'au niveau de l'énergie,
sur une scène, ils vont retrouver le même ADN. Très tu comprends? d'accord. Très d'accord avec ça. Pour moi, c'est plus de dire, OK, ils n'ont peut-être pas une soirée où ils vont avoir l'impression d'entendre toujours la même affaire. Ils vont peut-être passer par différentes émotions pour les deux bandes, mais je suis sûr que je suis sûr que ça pourrait être compatible quand même. Ben, je pense que oui, puis tu dis énergie, puis tu vois, je veux être certain que je mets ça bien au clair. Malgré les tunes que vous faites qui peuvent, entre guillemets, sembler, comme tu dis, moins dynamiques, c'est pas le cas. Dans le sens que le show live que vous avez donné, même à 2009, puis je pense que c'est la même chose maintenant, est vraiment aussi énergétique, puis aussi, comment je pourrais dire ça, aussi puissant et dynamique qu'à l'époque, même si c'est pas la même musique, dans le sens que le show live devient pas plus soft avec les années, au contraire, devient plus assumé et devient plus steady, je dirais. Exact. Je veux dire, on a la même énergie, puis même les chansons plus soft qu'on peut avoir dans le répertoire, on les jazz live pour qu'ils soient plus dynamiques, justement, puis écoute, c'est sûr que ça sonne beaucoup plus rock live, nos chansons, que ce qu'on... En fait, on n'est pas capable de reproduire ça aussi pop live. Même si on essayait, on est incapable, tu sais, on est des gars de guitare, puis c'est ça. Les chansons qu'il n'y a pas de guitare, il y a de la guitare live, tu comprends? Fait que, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit que l'énergie, on arrange les chansons pour qu'on les aime, on les aime les jouer live. Tu sais, des fois, tu vas puis tu dis, OK, la guitare ne ferait peut-être pas, mais live, dans une énergie différente, ça blende plus, on va le faire. Tu sais, fait que... Ah, je le crois absolument. Ben écoute, c'est parfait. C'est une date. On a juste à voir quand ça va locker, mais encore une fois, Mathieu, un gros merci d'avoir fait le tour sur mon podcast. Encore une fois, pour les gens qui veulent suivre Automate, Facebook, YouTube, tous les sites sur streaming. Dans le fond, ça se peut que vous avez même entendu ça à la radio sans le même savoir que c'est eux autres. Faites Shazam, vous allez voir, c'est eux autres. C'est probablement les chances, c'est eux autres. On a une couple de même, mais oui, puis en même temps, j'adore le fait qu'on a beaucoup de trucs puis qu'on est comme un peu inconnu. J'aime quand même ça, faire mon épicerie puis pas me faire reconnaître. Il y en a qui veulent ça, mais moi, je sais pas, ça me plaît d'être incognito pareil. Ah, ben écoute, comme je te dis, je trouve que votre band, vous êtes it's a good success story. Je trouve que c'est un bon exemple à donner aux gens de comment tu peux avoir une coexistence en termes de vie stable avec une vie qui est vraiment, comment je pourrais dire ça, remplie d'émotions, remplie avec du succès, remplie avec des bons coups, tout en gardant une stabilité puis une certaine, tu sais, il y a pas de chaos, tu sais, dans le sens que il y a personne qui a vendu leur âme au diable pour faire ce qu'ils ont fait. Fait que je trouve ça un bel exemple d'une bonne réussite. Non, puis je peux te dire qu'on a autant de fun aujourd'hui qu'on en avait la première journée où on a commencé à jouer de la musique. Fait que tu sais, puis sinon plus parce qu'aujourd'hui on a la maturité, on a l'expérience, on a de la complicité. Fait que tu sais, c'est un vrai plaisir. Puis Nick, je suis vraiment content d'avoir tes news aussi. Puis anytime, mon gars. Awesome, buddy. Ben, check, moi, anyway, comme je dis à toutes mes guests, c'est pas parce que c'est pas sincère, mais à cause qu'on fait ça sur Zoom, moi, d'habitude, le podcast, je le fais avec une petite bière en face à face. Donc, prochaine fois que je suis à Québec ou prochaine fois que tu es à Montréal, c'est que partie remise une fois que la COVID se fait botter le cul puis qu'on peut revenir à la vie normale. Fait que c'est juste partie remise pour ça. Ça va être un vrai plaisir. Awesome, buddy. Ben, écoute, un gros merci encore. Puis encore une fois, merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas des nouveaux épisodes aux 2 semaines, les mercredis que vous pouvez écouter, ainsi que les vieux épisodes qui sont encore disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Puis, again, un gros merci à Mathieu Bouchard et à la prochaine. Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick A1 Podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com.